Donc SharePoint est la Power Platform. Je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pourrais être déjà identifié comme étant un peu MVP SharePoint. Ça fait quelques années que je bosse sur SharePoint, ça fait même maintenant 10 ans. J'ai sorti 3 bouquins, j'anime un blog qui s'appelle adopteunsharepoint.com. J'ai pris aussi Adopt un Teams. Je me suis mis dans l'adoption de SharePoint et de Teams parce que je trouvais que les consultants qui œuvraient il y a une dizaine d'années, alors pas sur Teams, hein, sur SharePoint, on est d'accord, et avaient toujours une expertise technique, mais manquaient un petit peu, je dirais, eh bien de façon de faire pour faire converger les usages entre SharePoint, aujourd'hui Teams, avec les organisations. En fin de compte, l'outil SharePoint et l'outil Teams vers les usages des entreprises. Voilà, donc voilà, je suis basé en France, tout près de la frontière luxembourgeoise. Je suis frontalier, mais donc du coup, je suis aussi très près de la Belgique, un peu moins près du Québec, mais je fais partie d'un groupe qui s'appelle WinePoint, et on est basé sur tous ces francophones. Donc mon rôle ici, comme vous l'avez compris, c'est que, alors on peut vulgairement dire que je suis un consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, je fais toute la partie conception fonctionnelle, toujours dans de solutions SharePoint, d'accompagnement sur des projets plutôt auprès des utilisateurs en termes d'adoption, de gouvernance. De plus en plus, ces dernières années, j'ai fait de gouvernance et vous allez voir que mon sujet aujourd'hui, finalement, on va encore une fois à parler de la gouvernance de la Power Platform avec SharePoint. Voilà. Euh, mon sujet ici est moins technique que ce qu'on a eu avec Clément. Comme je viens de vous le dire dans ma présentation, je suis plus en assistance à maîtrise d'ouvrage, je suis plus du conseil auprès des entreprises pour déployer les usages de la plateforme 365 au sein de ces organisations. Et du coup, il y a quelque chose de très intéressant ici avec Microsoft 365, c'est que on a un peu une démultiplication de l'importance du rôle du power user dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un power user? Eh bien, vous l'avez certainement entendu quand on parle de citizen developer ou euh, ce type de profil qui n'est pas un profil technique, hein, qui va d'ailleurs ressembler un petit peu au profil que j'ai, hein, c'est-à-dire des gens qui ont des connaissances métiers, qui ont une connaissance des flux d'informations, qui vont s'intéresser à pouvoir restituer finalement les règles métiers eh bien, d'un service, d'un département, d'un logiciel. Et lorsqu'ils n'ont pas de logiciel, eh bien, ils vont créer leur solution personnalisée. Ils vont créer leur solution personnalisée et Microsoft aime les power users. Alors, ça date pas du cloud, hein, ça fait déjà depuis quelques années, puisque quand on regarde ici l'apparition de la suite bureautique Office, eh bien, il y a des outils qui sont des outils comme l'éditeur de texte de Microsoft, comme la présentation de diapos PowerPoint, et des outils ici, Access et Excel, qui sont des outils qui ont donné lieu à des solutions personnalisées souvent par des power users, sans même avoir besoin de la direction informatique, des services informatiques, de développeurs. Et donc, il y a eu cette vague bureautique à partir des années 80 jusqu'au, je dirais, 2000, où eh bien, on avait des applications qui étaient faites par des power users et qui parfois émergeaient au niveau de l'informatique au moment où il y avait des problèmes finalement sur ces solutions. Donc, ces fichiers Excel avec des macros un peu compliqués, même des développements VBA avec des formulaires, et bien entendu Access qui aujourd'hui, on dirait, un peu disparu. Il y en a encore beaucoup en fait, hein, des bases Access, mais on va les cacher en fait au niveau des power users parce que ça génère un sentiment eh bien de non-contrôle, non seulement sur les applications, mais surtout sur les données qui sont traitées. Alors, la tendance ensuite, si je prends un peu le fil historique, Microsoft aime les power users, eh bien SharePoint
est un outil qui est aussi à destination des power users. C'est un progiciel bureautique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des progiciels bureautiques. Je vous demande d'en m'en trouver d'autres. Moi, j'en connais qu'un, c'est SharePoint. C'est un progiciel bureautique sur lequel eh bien, on va pouvoir également, par défaut, trouver dans les autorisations eh bien, des droits de conception comme on avait dans les bases Access, hein, des conceptions de bibliothèques, de listes, avec la personnalisation, avec des colonnes. Et donc, là aussi, ça s'adressait à des power users avec alors soit une relative autonomie, où eh bien, on apprenait un petit peu de cette époque bureautique avec Excel et Access, où on se disait bah, il faut accompagner ces power users pour pas qu'ils nous génèrent des solutions qu'on n'est pas capable, nous, l'informatique, nous, les directions d'entreprise, de manière générale, hein, eh bien d'assumer, en fait, en termes de conception. Et donc, bah, souvent, ça a donné lieu dans l'histoire aussi à l'idée de bloquer, en fait, les power users dans SharePoint avec des problèmes d'adoption derrière qui étaient aussi, quelque part, eh bien, la réponse euh, qui était provoqué pardon, par le fait que on ne donnait pas assez de pouvoir aux power users ou on ne les accompagnait pas suffisamment. Et puis maintenant arrive la Power Platform. Donc la Power Platform, alors vous reconnaissez peut-être pas tous les logos parce qu'ils sont changés récemment. Donc vous avez trouvé Power Apps ici en mauve, Power Automate en bleu, Power BI dont on vient de parler, qui est un outil qui a vocation à servir les power users. Alors quand on entend Clément, effectivement, on a envie de rajouter aussi pour servir les power users, mais ce n'est pas que pour les power users. Bien entendu, ces différents outils qu'on va trouver sur la Power Platform, on va en parler, ne sont pas que pour les power users. On va parler de cette gouvernance entre les power users et ces profils experts. Et puis le petit dernier, c'est Power Virtual. Son nom m'échappe, bot, enfin c'est le chatbot en fait, hein, qui va aussi venir euh, rajouter finalement des fonctionnalités là où la suite 365 finalement de base ne peut pas couvrir tous les usages. Et donc on va avoir ici l'idée d'avoir la possibilité de personnaliser encore une fois ces solutions avec avec un minimum d'appels aux services informatiques. Et puis le petit dernier ici dans le monde des outils pour les power users, bien entendu, les listes qui sont apparues en libre service. Alors, libre service, ça dépend où vous êtes en fait. C'est en libre service quand vous êtes n'importe où dans 365, sauf dans Teams, et que vous allez sur votre lanceur d'application, vous pouvez générer une liste et il va être possible de générer une liste sur son OneDrive. Alors, plus exactement sur son My Site, c'est-à-dire c'est sur la partie du SharePoint qui nous est personnelle. Je vais y revenir. Et donc, on est vraiment ici sur l'idée, encore une fois, de pousser la mise en libre service, la création de listes et donc de solutions personnalisées. Alors, on vient d'en parler à l'instant, et puis en parlant ici de ce niveau d'expertise qu'il faut posséder pour pouvoir créer des applications, Power BI avec Clément ici, mais la première partie, en fin de compte, du projet de Microsoft avec Power BI, hein, c'est de s'adresser ici aux citizen développeurs. Alors, toute la Power Platform va être pensée, du moins, en première approche pour le citizen développeur. Donc, ce power user hein, qui va permettre, sans nécessairement avoir besoin de l'informatique, qui va quand même gérer des bacs à sable, des bacs à sable dans lesquels il va y avoir un accompagnement par l'équipe informatique. Mais l'idée, c'est de laisser ces citizen developers power users, ces collaborateurs qui sont au contact des métiers, de créer eux-mêmes leurs solutions à leurs problèmes. Ici, l'idée de Microsoft a été effectivement d'abaisser la barrière à l'entrée pour les développements d'applications. Et évidemment, ça vous l'avez, je pense, déjà entendu, donc je vais aller un peu plus vite. Évidemment, la partie la plus importante ici dans la mise en place ici de solutions avec la Power Platform va être d'avoir une très bonne courroie de distribution hein, entre ces power users et les profils informatiques. Les profils informatiques, alors profils informatiques ou ici les data scientists avec Clément, c'est-à-dire des gens qui ont la connaissance pour emmener les solutions de power user un peu plus loin. Alors vous allez me dire, finalement, ça ressemble
à pas grand-chose, enfin c'est assez proche, pardon, avec Excel ou Access qu'on a connu dans les années 2000. Eh bien, on va voir quand même qu'il y a quand même une petite différence entre ces solutions Access et Excel. On va en parler ici. Et il faut avoir moins peur, je dirais, de la connexion ici qu'on va avoir avec la Power Platform et les différentes sources de données. Alors, je reviens juste ici sur SharePoint, puisque c'est notre sujet. SharePoint et la Power Platform. Alors, SharePoint, pourquoi faire, en fait? Ça sert à quoi SharePoint aujourd'hui? Est-ce que SharePoint a encore un avenir? On entendait ça quand Teams est sorti il y a 3 ans. Puis finalement, on s'est tous aperçus que eh bien, SharePoint peut remercier Teams parce que ça a permis ici de retirer toute une partie de la fonction de SharePoint qui est de constituer des sites collaboratifs par groupe de travail. Alors, sachant que les espaces collaboratifs, ça peut être des espaces, bien entendu, d'équipe, ce qui fait écho ici à Teams, hein, mais également des espaces peut-être plus éphémères, des espaces projets, des espaces d'échange, d'expertise d'entraide, où là, on vient un peu grignoter dans ces usages-là, un peu le réseau social. Pour les gens qui c'est arrivé, hein, je l'ai vu sur ces 3 dernières années, vont laisser progressivement tomber l'Yammer parce que finalement, dans les Teams, on va retrouver certaines équipes qui sont faits pour avoir des espaces d'échange, d'expertise ou d'entraide connectés à la collaboration. Et donc sur cette couche collaborative, hein, eh bien, on a SharePoint, hein, qui est l'intranet collaboratif. Alors déjà depuis la version, j'ai envie de dire 2010 de SharePoint, celle par laquelle j'ai commencé, dans laquelle il y avait des fonctionnalités de site web qui permettaient de créer des sites intranet d'équipe, et également quelques fonctionnalités de réseau social qui vont venir eh bien, enrichir la collaboration. Bon, ok, tout ça à 2010. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'avenir aussi hein, de SharePoint? Eh bien, je dirais il est plus haut ici dans la partie ici de mon diagramme. C'est-à-dire qu'on a eu le retour un peu de l'intranet traditionnel avec la moderne expérience. La moderne expérience qui non seulement apportait un nouveau site collaboratif d'équipe qui peut fonctionner avec ou sans Teams, mais également un nouveau site de communication. Et on le voit qu'un site de communication, sa première vocation, c'est d'informer. Parce que vous allez trouver des actualités, vous allez trouver eh bien, des news hein, pour pouvoir poster ici eh bien, des contenus. C'est un peu le retour de l'intranet dans le monde où on a trop d'emails, avec ces mails qu'on ne supporte plus, avec des listes de diffusion qui ne donnent plus ici la certitude finalement que les gens retrouvent une information qui est publiée. Très bien. J'aurais plutôt s'intéresser sur la partie publiée ici, du coup. Parce que là, par contre, il y a une roadmap. Vous avez certainement entendu du Project Cortex qui va venir enrichir toute la partie référentielle. Toute la partie référentielle, on annonce donc le Cortex Project avec des nouveaux templates de sites. Le Content Center, le Knowledge Center devrait arriver. Alors, je ne sais pas trop quand. C'est déjà en test au niveau États-Unis. Hein. Et on vont arriver des nouvelles fonctionnalités, dont également, je viens de le dire, le Content Center qui va avoir des fonctionnalités de dématérialisation de flux entrants. Et du coup, ça fait un petit peu écho du coup, à cette petite tuile dont je n'ai pas parlé. C'est la partie collaborée ici, la partie collaborée dans laquelle il y a application bureautique. Et donc, application bureautique, on va pouvoir bénéficier du Content Center du Cortex Project pour pouvoir, comme je l'ai dit, traiter des flux de données pour, pourquoi pas, dématérialiser des factures et créer de la donnée structurée. Et donc, ici, SharePoint a cette vocation de couvrir pas mal d'usages dans l'entreprise. Alors bien évidemment, Teams a pris une grande partie ici du front de la partie SharePoint collaborative, d'autant plus que c'est vraiment le hub collaboratif d'avenir dans lequel on va retrouver également l'intranet, on va retrouver également pourquoi pas des sites de référentiels et d'archives, puisqu'aujourd'hui, on est capable de publier une page SharePoint en tant que app Teams à part entière. Donc évidemment, tout ça, ça devient un peu du back-office, même si la conception sera faite dans SharePoint, ce sera publié dans Teams. Les petites listes qui sont apparues cet été, viennent ici, on vient de le dire, c'est un peu l'étape suivante en fait dans l'idée de pouvoir donner aux utilisateurs la possibilité de créer des petites applications. Ça va venir ici clairement faire écho aux applications bureautiques. Les listes sont des listes SharePoint. Alors, je vais parler maintenant de ces 3 composants que sont Power BI, Power Automate et Power Apps.
et leur relation avec SharePoint. Alors sur SharePoint et Power BI, ça va être très rapide parce que ben, je sais qu'il y a pour avoir ici être passé derrière Clément, il y a une audience ici qui connaissait Power BI au niveau avancé. Je vais très rapidement, peut-être pour des gens qui sont venus spécialement pour moi, qui ont peut-être été un peu noyés dans cette approche très technique. Je vous rassure, Power BI peut également ici permettre de créer un tableau de bord rapidement on va le voir, sur une liste SharePoint. C'est le plus ancien outil de la Power Platform. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand est-ce que c'est venu. Moi, je pensais que c'était 2015. J'ai regardé sur Wikipédia, j'ai vu 2011. Ah ouais, le Power BI, il est presque aussi ancien que moi que dans l'univers Microsoft. Et Ouais, parce il y a eu une ancienne ouais, version de Power BI, je pense, en fait, c'est la toute première. c'est ça. Et sinon, moi, j'ai pensé qu'au niveau grand public, Patrick, ça doit être 2015. Hein. Ouais, Je pense que c'est vraiment la ouais, ouais, sortie grand public de ouais, c'est ça, 2015. ouais. Ouais, c'est le souvenir que j'en ai. Alors, Mm. et du coup, je trouve que c'est le produit le plus avancé des trois aussi. Euh, L'idée de Microsoft, c'était vraiment de porter ici une BI un peu démocratisée. Alors, on faisait déjà de la BI dans Excel. Hein. On faisait de la BI dans Excel alors depuis, je dirais, 2007, où il y a eu un tournant. Microsoft s'est dit, tiens, Excel, on va le transformer en outil de BI, on va lui rajouter progressivement des fonctionnalités. Eh bien, alors, c'est pas arrivé tout de suite en 2007, hein, la connexion donnée, mais on a eu des fonctionnalités, grosso modo, qui descendaient de SQL Server eh bien, pour traiter de la donnée. Oui, Euh, une on petite a, parenthèse. pardon, oui, Bonjour. Petite parenthèse, effectivement, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, en 2013, dans Excel, il y a eu un outil qui s'appelait Power View, oui, qui n'est resté que dans la version de Excel 2013 parce que ça a été migré après dans Power BI. exactement. Voilà. Et on va avoir effectivement en 2013 puis en 2016, on va avoir aussi également Power Query qui va venir en tant qu'add-on en 2013, qui va être complètement intégré dès la version 2016. Et donc on voit que progressivement, Power BI et Excel en fait ont bénéficié de fonctionnalités qui venaient du monde de SQL Server. L'idée de Microsoft, c'était vraiment de placer l'ABI en self-service, mais surtout ici avec l'approche cloud, parce qu'on avait des problèmes avec Excel qui ne permettaient pas d'avoir de l'actualisation de données. Enfin, c'était quand même très basique, ces histoires de compte rendu. Grosso modo, il fallait ouvrir le fichier, actualiser les données pour pouvoir, eh bien, au lieu d'éviter, ça c'était le schéma de conception de Microsoft, au lieu d'envoyer un fichier Excel tous les jeudis ou les vendredis à son patron, mais finalement, on publiait ça dans une page qu'on actualisait tous les jeudis ou tous les vendredis. Donc ça, c'était Power BI. Alors du coup, les rapports entre Excel et SharePoint, pour se connecter à Power BI, c'est relativement simple. Hein. Lorsqu'on ouvre pour un Power User ici, son Power BI, eh bien, il va pouvoir se connecter sur son OneDrive et aller chercher son fichier Excel. Alors, moi, j'ai pas trouvé mieux que de passer par la synchronisation de mon OneDrive sur mon PC. J'ai pas trouvé le connecteur sur Power BI, donc j'ouvre ici sur Excel sur mon PC et je trouve finalement, parce que j'ai connecté mon OneDrive sur mon PC, je trouve mon fichier. Pour SharePoint, c'est pas plus compliqué non plus. Hein. On clique sur obtenir les données et on trouve dans les services en ligne, alors on trouve des bibliothèques SharePoint, on trouve des listes SharePoint. On se connecte, on rentre son login password si on n'est pas connecté déjà avec son Power BI et c'est fait. Alors, je vais aller très vite aussi sur Power BI parce que, comme je disais, il y a un public averti, je pense, ici. Grosso modo, la connexion, c'est une chose, hein, mais c'est surtout la transformation des données. On l'a écouté ici avec Clément, la transformation des données brutes en information. Nettoyer les données, on peut passer 50% de son temps sur un rapport à faire que du nettoyage de données. Et ensuite, réaliser le rapport de visualisation, publier le tableau de bord, on va le voir, eh bien, également, on va pouvoir le faire sur SharePoint. Donc, en général, en tant que concepteur d'application, effectivement, ici, lorsque j'accompagne ici mes utilisateurs dans la découverte de SharePoint et Power BI, alors ils le font à partir de listes et assez rapidement, on a envie de jouer effectivement à l'outil, choisir les types de tableaux, les graphiques, les écrans. Il faut déjà bien poser la question en termes d'usage fonctionnel. Ensuite, ce qui est important aussi en termes de découverte de ce monde-là, c'est qu'on va passer d'une donnée à une information. Alors du coup, j'aime bien ici vraiment simplifier. La donnée, c'est vraiment des prises de clichés successifs avec mon appareil photo, tandis que
voilà, ici, on a ce scintillement hein, de données. Et nous, ce qui nous intéresse ici pour pouvoir faire des tableaux de bord, eh bien, c'est de créer une information à partir de ces données informatiques primaires qu'on a collectées pour modéliser, pour raconter une histoire, d'où ici l'idée d'une caméra. C'est de pouvoir donner ici un point de vue sur les données en créant une information pour confronter la stratégie à la réalité. Voilà. Donc ensuite, je publie mon tableau de bord sur SharePoint. J'ai sur mes espaces d'équipe modernes le composant WebPart Power BI qui me permet de publier mon tableau de bord que j'aurai, on le sait, hein, soit connecté ici à partir de ma liste SharePoint ou d'un fichier Excel sur mon OneDrive pour publier eh bien, mes données. Je peux également, on va le voir ici rapidement, j'en parlerai tout à l'heure quand on fera Power Apps, évidemment, publier également mon diagramme Power BI directement dans mes applications. Pour terminer, tout ça a vocation, on le sait, d'aller dans le hub collaboratif de Teams, qui peut prendre non seulement une app Power Apps en tant qu'application dans Teams, mais également, il pourrait prendre directement également le tableau de bord. Alors du coup, les tableaux de bord sur SharePoint, pour quels usages? Alors moi, j'en fais de toutes sortes. Des tableaux de bord sur la dernière couche ici, le bleu qui représente le My Site sur lequel on a le OneDrive, il y a également mes listes. Pourquoi pas? Effectivement, ici, les tableaux de bord, ça sera plutôt pour avoir de la donnée, pourquoi pas sur l'intranet. Alors, pas seulement l'activité, hein, on pourra avoir des choses beaucoup plus fines, également sur les référentiels et les archives, qui sont les contributeurs, et en croisant avec des données de Delve, hein, les données de profil, Office Graph derrière. Et puis, bien entendu, toute la partie collaborative. Faire des tableaux de bord sur les usages collaboratifs et l'adoption des différents outils. SharePoint et Power Automate. Donc là, je vais passer un peu plus de temps, même si le temps est compté. SharePoint et Power Automate. Alors, ça, c'est arrivé en 2016. Ça s'appelait Flow. Ça a été renommé Power Automate. Service de flux de travail en ligne qui permet d'automatiser des actions au travers des actions au travers des applications SharePoint et également Power Apps. On va pouvoir ici avoir des flows, hein, des workflows pour SharePoint. Alors, ça devient une quasi-nécessité parce que de toute façon, c'est fini les workflows SharePoint sur online. Ça a été arrêté là le mois dernier et encore que moi, ça fait des années et je crois que ça fait même plus de 5 ans qu'on ne développait plus de workflows sur SharePoint et on n'utilisait surtout pas les workflows de base qui existaient à gauche, approbation de documents, approbation de destruction, de publication, qui étaient plus de loi à des fins pédagogiques depuis les années 2010, quoi. Donc Microsoft a pensé à mettre Power Automate ici au service des power users pour créer leur propre le flow de flux avec le moins de programmation possible. On est vraiment dans l'idée ici de remplacer le couple qu'on a connu sur Visio SharePoint Designer. L'idée c'est de fournir ici une plateforme avec des connecteurs, hein, 270 connecteurs et on va trouver ici un connecteur pour aller chercher des données sur OneDrive, mais également sur SharePoint. Alors, sur ces différents modèles que vous avez, lorsque vous allez sur Power Automate, vous cliquez sur Template Model, vous tapez SharePoint, vous tapez OneDrive, vous avez la liste des workflows qui sont prédéfinis. Après, derrière, vous pouvez créer vos propres flux personnels ou les flux d'équipe. Donc, ça veut dire que ici, ces power users, il va falloir les accompagner ici dans l'idée qu'ils peuvent se créer des flux personnels, mais également dans les flux d'équipe. Les flux d'équipe se partagent ici en conception d'utilisation par l'intermédiaire d'un Office Group. On va retrouver ici cette démarche, c'est je crée un Teams, j'ai des membres. Ces membres, ils ont le droit de conception hein, dans mon site sous-jacent, dans mon SharePoint, ils ont le droit d'ajouter des listes, ils ont le droit de rajouter des colonnes, et bien ils ont le droit de rajouter également, si on leur a donné la licence pour Automate, de rajouter ici des flux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme type de flux? On va avoir 5 types de flux. Alors les flux automatisés qui se déclenchent automatiquement lorsqu'un événement touchant les données se déclenche. On va avoir des flux immédiats ou instantanés, où là ça va être en fonction d'une action humaine, ou un bouton, hein, tout simplement. On va cliquer sur un bouton, Power Apps, on va cliquer sur un bouton sur mon téléphone, automatiquement, je vais lancer ici un workflow. Les workflows, également des flux planifiés, lorsqu'une échéance se produit.
Et enfin, deux types de flux. Alors déjà plus avancés ici, il va falloir connaître Dynamics 365 et Common Data Service, alors qui est aussi en cours de renommage, j'en parlerai un petit peu plus tard, et aussi les flux UI, qui sont ici à vocation d'automatiser le poste de travail. Donc là, on va moins trouver des power users sur ces typologies à droite. Alors, quand on fait des flux sans modèle, bah, il faut juste, on a compris, eh bien, décider finalement quel est le déclencheur et l'action finalement qui est lancée à partir du déclencheur pour obtenir eh bien, le résultat. Et donc, du coup, quand on voit ici SharePoint ou Excel, eh bien, on va avoir trois types de déclencheurs qui commencent par quand, lorsque, lors de, qui sont donc basés sur une transaction précédente. On va trouver ensuite 5 déclencheurs qui sont en lien avec les bibliothèques, les fichiers d'une bibliothèque SharePoint. Et on va trouver un déclencheur qui est là et plus fait pour l'administrateur SharePoint pour accepter ou refuser une demande d'association à un site web. Alors, c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui est présente lorsque on est administrateur d'un hub. On va pouvoir ici activer ou pas l'acceptation ou le refus de demande d'association à un hub, mais le flux ici existait dans la catégorie des déclencheurs SharePoint, des actions de déclenchement. Il y a trois déclencheurs basés sur une transaction précédente qui concernent les éléments d'une liste. Un élément est créé, un élément est créé ou modifié, un élément est supprimé. Enfin, on a des déclencheurs plus spécifiques, là aussi, pour les fichiers de bibliothèque. Lorsqu'un fichier est créé, également lorsqu'il y a une modification ici et qui concerne les propriétés de documents, lorsqu'un fichier est supprimé, ou alors lorsqu'on va pouvoir ici de base avoir un déclencheur qui eh bien, fait son travail lors de la création d'un fichier dans un dossier précis d'une bibliothèque. Même chose lorsqu'il y a aussi une modification dans un dossier précis de la bibliothèque. Sur les actions, parce que ça c'est très bien, ce sont les déclencheurs qui existent, eh bien Power Automate peut déclencher énormément d'actions, beaucoup d'actions. Alors c'est toujours du type transactionnel, c'est-à-dire création, modification, suppression. Les actions, on va en trouver qui fonctionnent uniquement dans des listes, qui fonctionnent uniquement dans une bibliothèque, et puis des actions qui fonctionnent dans une liste ou une bibliothèque, ça fonctionne dans les deux. L'action qui fonctionne pour un site, eh bien on va en trouver, c'était le rapprochement ici du hub. Alors, les actions de liste, du coup, ben, ça fait écho ici à SharePoint, hein, et puis, vous savez, aux listes 365 également. Donc, les premières actions ci-dessous concernent les éléments de liste, hein, création, modification. Également, on va pouvoir avoir des actions de liste, comme ajouter une pièce jointe à une liste, obtenir également des informations sur un élément ou sur une pièce jointe. Donc les actions de liste ici, il y en a certaines qui fonctionnent aussi dans une bibliothèque. Accorder l'accès à un élément de liste va fonctionner également eh bien, sur une bibliothèque. Les autorisations sur une liste bibliothèque, ça fonctionne ici pareil avec l'action qui est prédéfinie dans Power Automate. Définir le statut d'approbation d'un contenu, comme l'approbation fonctionne également dans les listes et les bibliothèques, on va retrouver cette fonctionnalité et associer l'élément ou le fichier à une personne. Ça, c'est plutôt c'est l'assignation plutôt que de l'association ici. C'est assigner un élément. Concernant les actions de bibliothèque, alors il y en a énormément ici, vous les reverrez dans la vidéo si vous avez besoin. En fait, dans les actions de bibliothèque, vous pouvez eh bien, avoir toutes ces actions-là et du coup, on va pouvoir les retrouver eh bien, tout ou partie ici. Je vous laisserai vérifier sur OneDrive également. Voilà. Donc, ce sont toutes les actions de bibliothèque ici. C'est la deuxième partie ici qui concerne plus le traitement des dossiers. Et du coup, où est-ce que vont être les relations ici fonctionnellement hein, avec SharePoint par rapport ici à ces flux de travail? Eh bien, on va en trouver un peu partout. On va en trouver, donc, on l'a dit, sur le OneDrive, on va remonter sur la partie collaborative et puis également beaucoup sur la partie publication. Parmi les workflows abandonnés hein, dans SharePoint, il y avait approbation de documents. Donc, ça va être beaucoup dans les scénarios collaboratifs, mais également des scénarios de publication. Par contre, actuellement, sur les workflows de base hein, de Power Automate pour SharePoint, on peut considérer ici qu'il y a encore eh bien, des trous dans la raquette hein, par rapport aux modèles qui sont fournis aux actions déclencheurs, par exemple sur tout ce qui est gestion de page. Il faut savoir que tout ce qui est page annonce, hein, eh bien, les workflows ne fonctionnent pas. C'est
très complexe en fait, hein, de devoir peut-être se dire je vais envoyer une page à un endroit, parce qu'il ne faut pas oublier que la page et son contenu, en fin de compte, doivent être migrés. Donc du coup, des workflows pour automate sur la partie intranet plutôt informatif, on va pas le faire, on va plutôt privilégier ici les webparts de recherche qui vont présenter ici vous savez, les webparts qui vont publier des résultats de recherche. Les webparts contenus ont mis en évidence pour pouvoir faire du cross-publishing. Alors, je rentre maintenant dans la dernière partie. J'espère que vous avez encore un peu de temps. Voilà, on arrive sereinement sur la dernière partie. Je pense qu'en un quart d'heure, c'est bouclé. SharePoint et Power Apps. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'en un quart d'heure, je suis optimiste. Alors, Power Apps, là aussi, il était une fois Power Apps. Alors, ça a aussi été créé en 2016. L'idée, c'est de permettre aux Power Users ici, et on le sait aux développeurs, hein, de créer des petites applications web et mobiles. Et du coup, ici, vous avez peut-être entendu parler de plateforme code, no code. Est-ce que c'est les deux? Eh bien, on va le voir. En fait, c'est d'abord une application, je dirais, no code. Vous installez Power Apps Studio, ça ressemble un peu à du PowerPoint ou à alors j'ai mis du Visio. Bon, en fait, on va déplacer des boîtes dans lesquelles on va avoir bien la possibilité d'insérer alors des boîtes, ça s'appelle des contrôles en fait, un champ texte. En fait, ça ressemble aussi, j'aurais dû le mettre, Access en fait, hein, c'est le fait de pouvoir avoir des champs, d'avoir des listes de choix qu'on va pouvoir mettre directement dans ces écrans. C'est Power Apps Studio, c'est une application en ligne. Si vous installez Power Apps en installé sur Windows ou sur votre smartphone, eh bien, vous n'aurez pas la conception, vous n'aurez que l'utilisation. C'est un produit, c'est une application no-code. Pourquoi? Parce que Microsoft met en avant la faculté d'avoir le même moteur de requête, de construction de formules d'Excel. Et donc, on va pouvoir emprunter des formules qu'on avait dans Excel, on va pouvoir les appliquer dans son Power Apps. Donc, cette application, cette interface de conception no-code, on va la retrouver, vous voyez ici, avec un onglet propriété, qui est un onglet propriété qui est intéressant parce que cet onglet propriété, il est vraiment ici à la portée d'un utilisateur qui n'a pas besoin ici de savoir développer. C'est vraiment des listes de choix, c'est du paramétrage. On est vraiment dans l'esprit ici d'un PowerPoint. Donc les propriétés. Voilà. Donc là, c'est ici quelque chose qui n'est pas très compliqué pour un concepteur de solutions SharePoint qui avait l'habitude de rajouter ses colonnes. Il était frustré par le fait qu'il ne pouvait pas personnaliser ses formulaires. Et bien maintenant, il peut le faire également en Power Apps. Il va pouvoir modifier ses formulaires pour SharePoint dans Power Apps de la même manière. Alors, on est quand même relativement limité sur une colonne quand même parce qu'on est toujours dans le volet d'information à droite de SharePoint. Mais l'idée, c'est que ça va inciter les utilisateurs à se dire, mais je peux créer mon app téléphonique. Il y a d'ailleurs un outil de conversion dont je vais vous parler dans quelques instants qui permet de faire la maquette directement de façon standardisée en mode téléphone. Alors, c'est une application low-code. À l'instar de ce que je disais tout à l'heure pour Clément, qui va venir en expertise aider des power users qui vont commencer à faire leur tableau de bord et leur rapport, eh bien, Power Apps va également ici être une application pour le développeur, pour pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, avoir ce sentiment d'avoir une productivité accrue avec des applications qui ont été commencées par des power users et qu'on va pouvoir finaliser ici en rajoutant, en industrialisant un peu le code. Alors, il va falloir ici, effectivement, quand on est développeur, quand on veut devenir développeur Power Apps, eh bien, sur les 43 contrôles, j'en compte 43, il peut y en avoir un peu plus parce que Microsoft continue d'ajouter des contrôles, vous savez, ces éléments dans la page, eh bien, il va falloir intégrer également qu'il y a 190 propriétés, 169 fonctions et une syntaxe de formulation. Donc là, il y a effectivement un gap lorsqu'on raconte à des utilisateurs qui font du SharePoint, qui vont pouvoir créer, rajouter leurs règles métiers en fait, hein, des règles métiers dans Power Apps, eh bien, il va falloir quand même aller vers des formules. Il faut se mettre aussi à la place de nos utilisateurs SharePoint. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme règle métier avant? Ils pouvaient faire du workflow, on vient d'en parler avec Power Automate, pour pouvoir rajouter des règles métiers dans leur liste, dans leur bibliothèque, et ils pouvaient faire un peu joujou avec les alertes et les affichages. Là, ici, on rentre dans un monde où on va pouvoir vraiment rajouter ici des règles métiers beaucoup plus avancées.
Alors du coup, l'interface de conception low-code, cette fois, je monte ici au-dessus de l'écran pour parler du sélecteur de propriété qui va être différent en fonction bien du contrôle. On va avoir la barre de formules et de fonctions. Et qui du coup ici, eh bien, on a compris, on va pouvoir injecter des formules qui sont autre chose que les formules Excel. Et puis on va avoir un onglet avancé pour pouvoir, eh bien, si on le souhaite, eh bien, saisir directement sur les propriétés eh bien, les formules souhaitées. Alors, voilà. Ensuite, on a 3 types d'applications. Alors, je ne sais pas si les power users, eh bien, aujourd'hui, vont être plus à l'aise avec les modèles, s'ils vont partir sur des applications Canva. Il faut savoir qu'il y a un convertisseur pour avoir une application Canva de type smartphone. Les applications par modèle, on va se retrouver ici sur la partie tablette. Mais je vous annonce, peut-être que vous ne l'avez pas entendu ou pas vu passer la news, c'est qu'enfin, ça y est, on a les écrans, je dirais, responsive qui arrivent sur Power Apps. Donc, ça a été annoncé ici il y a quelques jours. Vous avez certainement dû entendre si vous avez participé à des événements de la Power Platform. Alors, par contre, l'application de portail, aujourd'hui, pour moi, là, on n'est pas du tout ici dans l'idée d'un pouvoir créer son intranet à la mode SharePoint sur un portail Power Apps. On est quand même sur la nécessité ici de se faire accompagner par des consultants si on veut le faire avec une casquette Power User. Alors, les sources de données en lien avec Power Apps, parce que là, ça va devenir ici beaucoup plus intéressant d'un coup, parce que peut-être que l'interface, vous la connaissiez. Ici, on a parlé de SharePoint, et on a parlé ici eh bien, de OneDrive. Eh bien, Power Apps peut fonctionner à partir de ces sources de données, comme on l'a dit tout à l'heure pour Power BI et pour Power Automate. Les fichiers Excel stockés sur OneDrive, vous pouvez créer une app. Des listes 365, bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça va être ici un démultiplicateur de création d'applications, ça va fonctionner, SharePoint Online, même SharePoint Server avec certaines restrictions, vous pouvez créer des applications Power Apps. Mais il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres, je liste, et ce n'est pas anodin, vous allez comprendre pourquoi à la fin de ma présentation. Évidemment, les entités Dynamics 365, alors entités qui aussi vont se faire renommer, je crois au passage, liste. On voit une sorte de convergence en termes du nom entre le monde Dynamics 365 et le monde SharePoint. Donc les champs deviennent des colonnes, enfin on arrive vraiment à quelque chose qui est en train de converger. Oui, une question? Pardon, ce sera des tables et des colonnes, en fait. C'est stable, des tables et des colonnes, c'est ça, pardon, c'est pas encore les listes, tout à fait. Alors ensuite, il va y avoir la possibilité, bien entendu, de se connecter à des applications métiers, parce qu'on a toujours le cadre de connecteur 365 qui va pouvoir nous alimenter. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était un peu différent quand même avec cette histoire on a été un peu traumatisé avec Excel et Access, qui fabriquaient un peu du Shadow IT en interne. Bah ici, si on convainc nos utilisateurs ici, eh bien de migrer Access sur Power Apps, on aura la donnée en fait qui sera embarquée sur le SQL Server sous notre SharePoint en fait. Alors et également ici, on vient d'en parler avec tout ce qui est Common Data Service. Et donc en fait aussi on peut plus dire que les données ne sont plus gérées par l'informatique. L'informatique avec ce shadow interne qui était généré par Excel et Access avait deux problèmes. C'était que les données non plus n'étaient pas gérées par l'informatique. En plus de l'application n'était pas gérée par l'informatique. Ici, on va pouvoir eh bien, avoir un embarquement des données, et donc on ne peut plus dire aujourd'hui que ça génère un shadow IT si on ne met pas, si on met en fait les règles de gouvernance qui vont bien malgré tout. Ça va être un peu la conclusion ici, vous comprenez, de ma présentation. Si on met de la gouvernance ici, on va pouvoir eh bien, lutter vraiment contre le shadow IT interne. On va parler de cette gouvernance dans le slide de conclusion. Alors, pour ceux que ça intéresse ici de comprendre un peu le cheminement de tout ça, j'avais fait déjà une présentation AOS, c'était au mois d'octobre, je crois, ça doit être le mois passé. Et puis j'étais également présent au Virtual Marathon, donc vous avez les deux fois les présentations qui sont vraiment bien timées, hein, 45-22 et 46-11. Alors pourquoi préférer une liste SharePoint plutôt qu'un fichier Excel sur OneDrive? Alors évidemment, c'est un argument ici pour aller voir ici vos utilisateurs, hein, pour pouvoir les faire adopter ici les nouvelles listes 365. C'est pour ça que j'ai mis que c'était un peu une battle ici. Quels sont les arguments qu'on peut mettre en avant?
Souvent, on va vous dire, ouais, mais dans Excel, j'ai mes calculs. Bon, bah, c'est pas connu, pas trop connu, mais dans SharePoint, on pouvait aussi faire des calculs. Après, on verra que bah, Power Apps va pouvoir rajouter, pourquoi pas, des calculs qu'on ne pourrait pas faire avec SharePoint. Dans les arguments, quand même, c'est qu'un élément d'une liste, ça c'est fort quand même comme argument, un élément d'une liste, c'est un élément en fin de compte qu'on va pouvoir gérer dans la recherche, par exemple, on va pouvoir le retrouver. Alors que quand on a un fichier Excel, dans la recherche, on va vous restituer le fichier Excel. Si vous voulez, un fichier Excel, eh bien, ce n'est pas un élément d'une liste. Également, euh, quand vous avez un fichier Excel qui est composé de n lignes de données, chaque élément donc est retrouvable, mais également il va pouvoir être géré avec son contrôle de version, sa gestion du cycle de vie, sa rétention, et du coup, on va pouvoir gérer aussi des données sensibles. On va pouvoir tout à fait mettre des étiquettes de sensibilité sur des listes. Voilà. Du coup, on peut sécuriser une liste SharePoint ou même bloquer l'export d'une liste SharePoint qui contiendrait des listes, des données sensibles, alors qu'un fichier Excel, on pourra le faire si le site, c'est le fichier Excel ici, est bien identifié sur un site sur lequel on bloquerait ici avec Azure AD la partie visibilité avec de l'encryption, des choses comme ça, mais on peut également bloquer une liste SharePoint qui comporterait des données sensibles. Alors, ça c'est très bien, mais par rapport à, on en a parlé, mon Excel qui est sur mon OneDrive, et si je veux créer une apps, en fin de compte, parmi les arguments qui vont être massus ici, c'est que vous avez, avec Excel, vous n'avez pas en fin de compte un outil de table, de base de données. En fait, ce qui caractérise ici une donnée, c'est une cellule en fait. C'est-à-dire qu'un élément dans un tableau, c'est une cellule à part entière. Et cette cellule a ses propres propriétés. Donc, on va avoir des cellules de type standard, texte, nombre, monétaire, comptabilité, pourcentage, fraction. Et si on veut convertir un fichier Excel dans Power Apps, il faut le structurer en tant que tableau. Et du coup, ici, il y a une conversion, en fin de compte, des types de cellules Excel en type de champ Power Apps sur lesquels il y a pas mal de dégâts, en fait, ici, parce qu'il y a pas mal de données qu'il va falloir retravailler. Le format monétaire, il faut le retravailler, parce que c'est un format nombre qui est compris par Power Apps par défaut. Et également, Power Apps ne convertira pas dans votre tableau les différentes formules. Il faut tout refaire. C'est tout à l'heure l'idée de pouvoir le refaire en mode no-code ou en mode low-code. J'ai fait le même exercice avec SharePoint du coup. Ok, très bien. On part avec SharePoint du coup. On peut convertir, et ça vous le voyez maintenant, quand vous allez créer une liste dans SharePoint, il vous propose tout de suite de repartir de votre fichier Excel. Que va-t-il se passer une fois que vous aurez converti vos données Excel dans SharePoint? Que va-t-il se passer entre SharePoint et Power Apps? Et là, on se rend compte, en voyant la table ici, que les types ici de colonnes SharePoint passent très bien, passent beaucoup mieux du moins, dans Power Apps. Alors, malgré tout, il y a un type de colonne Power Apps qui s'appelle complexe, qui va demander ici aussi d'avoir une reprise. Mais grosso modo, ça respecte ici la structure de données. Ah bah oui, on est ici de toute façon sur des tables, somme sur des listes avec des types de colonnes. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile ici pour un automate de faire cette conversion. Alors, si on résume ici, si on met du SharePoint et on met en face d'une Power Platform, première chose qu'il faut dire, SharePoint, vous avez compris que OneDrive, c'est comme ça que je l'ai présenté ici, c'est le SharePoint personnel, c'est mon SharePoint. Eh bien, il vaut mieux ici utiliser Excel et migrer dans SharePoint en tant que liste. C'est ce qu'on vous incite à faire avec les listes 365, plutôt que de passer directement d'Excel dans Power Apps. Ça, c'est un peu l'accompagnement, c'est un peu la vision de Microsoft par rapport à ces power users qu'on veut faire venir sur la Power Platform via SharePoint. Mais il faut savoir qu'attention, qu'une fois que vous êtes arrivé sur SharePoint, malgré tout, vous créez des petites applications. Parce que l'appel aux sources de données, que ce soit Excel ou que ce soit SharePoint, vous êtes limité à 2000 enregistrements. Alors, c'est 500 par défaut, on peut pousser jusqu'à 2000 enregistrements, mais actuellement, en fait, ici, Power Apps fait appel à ces sources de données via un connecteur, parce que les données ne sont pas hébergées sur Microsoft 365. En fait, il faut savoir que Power Apps est hébergé sur la partie Dynamics 365, qui est un cloud un petit peu séparé. Et donc ici, on est obligé de passer par ce connecteur. C'est pas considéré comme une source externe, mais un peu quand même.
on a ici cette limitation. Donc la réponse ici, ça va être probablement, si vous êtes ici sur des grosses applications sur lesquelles vous voulez beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'appels à ces enregistrements, de convertir des listes SharePoint et des fichiers Excel eh bien, dans ces sources de données directement sur Dynamics 365. Donc, vous avez peut-être entendu parler d'un renommage Microsoft Dataverse, on en parlait à l'instant sur ces histoires de tables et de colonnes. Effectivement, on se rapproche de SharePoint. Mais il y a aussi le renommage. J'ai entendu dire que Common Data Service est renommé Dataverse. Et en même temps, si j'ai bien compris les licences, mais ça, c'est pas mon métier, il faut avoir un bac plus 8 en licence Microsoft. J'ai cru comprendre que Dataverse devenait gratuit à partir du moment où on utilisait l'app Power Apps dans Teams. Gratuit En fait, peut-être ça, ouais, avec un certain volume. c'est Dataverse pour Teams, ça s'appelle Pour en Teams, fait. Donc c'est c'est un ça. sous-ensemble avec quelques fonctionnalités en moins de Dataverse et effectivement, il faut l'utiliser via l'appli Power Apps dans Teams. Il C'est faut ça. avoir un tenant. Il faut avoir un environnement, tenant. pardon. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, on arrive un peu à la conclusion de SharePoint et ma Power Platform avec des limites. Et on voit ici également, l'idée, c'est de vous faire, de vous faire converger vers Teams avec Dataverse pour Teams, ou alors aller carrément sur Dataverse. Mais là, effectivement, c'est plus la même, c'est plus compris dans les abonnements Microsoft 365. Il va falloir ici aller sur des abonnements Dynamics 365 pour avoir des espaces de stockage complémentaires. Et donc, du coup, ces applications Power Apps pour SharePoint, vous l'avez compris tout à l'heure quand j'ai mentionné la petite icône List 365 comme étant ici une application bureautique, effectivement, Power Apps peut avoir du sens ici sur la partie, je dirais, plutôt collaborative, même si je fais des projets également sur des référentiels. On peut avoir ici du Power Apps pour faire de la gestion documentaire sur la partie publiée. Ben voilà, alors je suis allé un peu vite parce que je savais que voilà, il est 20h15. Je pense que ça a intéressé aussi tout le monde de conclure pas trop tard. Alors, ma conclusion ici, c'est que évidemment, SharePoint et la Power Platform en self-service, ça va demander une appropriation ici des centres d'administration, évidemment. Alors, du coup, je les liste, SharePoint et OneDrive, Power Platform, Power BI et les centres sécurité et conformité quand on a de la donnée sensible, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas ici de s'approprier ici ces centres d'administration. Il faut mettre une gouvernance pour accompagner ces power users. On le voit ici, il y a un accompagnement à faire. On est sur avec le renommage ici, sur une roadmap Microsoft qui ne cesse de s'enrichir. Ici, on voit ici un rebranding avec des terminologies, mais voilà, ici, on a la possibilité d'avoir DataServe dans Teams, qui est maintenant gratuit. On n'est plus obligé d'utiliser ici les sources SharePoint et les sources ici Excel sur OneDrive pour pouvoir faire du gratuit. Donc cette gouvernance ici, ça veut dire une gouvernance de nos utilisateurs, de nos power users, la gouvernance de la donnée évidemment, et la gouvernance des solutions, des applications. Évidemment, Clément tout à l'heure nous a parlé de data model. Tout ça, ça ne peut pas être mis entre les mains des power users. Mais si la Power Platform continue de se développer, on ne coupera pas ici. C'est encore une fois de mettre en place une gouvernance qui permet d'accompagner ces power users et d'accélérer finalement sur la création ici d'applications. Alors SharePoint et Excel ou sur OneDrive, ça peut encore servir pour, je dirais, une application individuelle ou une petite application d'équipe, mais dès lors qu'on va vouloir aller vers des choses plus industrielles, effectivement, ici, on ne coupera pas, il va falloir aller vers un accompagnement ici de ces power users. Alors du coup, je fais un petit clin d'œil ici pour ceux qui connaissaient peut-être mes bouquins dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais sortir un livre en 2021 qui parlera justement de SharePoint et la Power Platform de manière générale, et j'inclurai bien évidemment un chapitre sur la gouvernance. Alors, c'est compliqué de faire un bouquin parce que on se dit, tiens, à quel moment finalement il y a des choses nouvelles qui arrivent. Là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie maturité quand même. Entre le centre d'administration Power Platform qui est en train de finir ici sa migration, la partie sécurité et conformité, j'ai vraiment l'impression on va pouvoir accélérer sur la Power Platform. Et donc ici, c'est un peu l'idée venant de SharePoint, c'est d'accompagner mes fidèles euh, followers sur la partie de l'adoption de la Power Platform. Mais
beaucoup de choses qu'on fera dans SharePoint sont fondatrices après pour pouvoir créer des tables Microsoft Dataverse. Voilà. Ben voilà, je vais couper ma présentation s'il y a des questions. Merci beaucoup, Franck.